Salut à tous et bienvenue pour les derniers matchs de cet Euro. Je sens que vous le sentez aussi, ça sent la fin aussi de cet ennui, on va pas se mentir. Il reste deux matchs, mais nous on va en traiter qu'un aujourd'hui, évidemment, ce France-Espagne qui a l'air alléchant, mais bon, on préfère ne plus trop s'engager là-dessus. Et pour m'accompagner aujourd'hui et pour vous donner toutes les clés du match du jour, je suis avec mon ami Bilal. Comment ça va, mon vieux ? Ça va mon ami, en forme et pressé de voir ce, espérons, beau match. Ouais, bon, il y a une équipe qui va essayer de jouer, au moins c'est déjà ça. Bah, ça fait 1 sur 2, après malheureusement l'autre je suis pas sûr qu'on puisse compter sur elle. Ouais, pour nous accompagner, Bilal, on est avec notre ami Tom également. Comment ça va, Tom ? Ça va, je pense que je suis en meilleure forme que vous, de ce que j'ai cru comprendre, même si Ouais, l'envie ça du l'en- five ce week-end, il m'a un peu cassé en quatre, mais voilà, chacun son tour. La petite crève bien pourrie qui va accompagner cet Euro. Alors, avant de rentrer dans les chroniques, on vous rappelle juste qu'on va diffuser le match à la Cité Fertile ce soir. On y sera à partir de 18h, je pense. N'hésitez pas à venir nombreux parce qu'il y avait une ambiance de dingo au dernier match de l'équipe de France et ça fait vraiment passer le match différemment. On peut chanter dans les micros à la fin et on aura un invité plutôt quali puisque Romain Molina devrait être en duplex avec nous pour l'avant-match. Donc ramenez-vous, venez kiffer avec nous, on fait gagner des revues de l'after, il nous en reste 2-3 à faire gagner, on fait Et des gagner des bières. bières, évidemment des bières. C'est peut-être ça qui est en train de me tuer à petit feu, c'est toutes les bières qu'on s'est enquillées à la C'est Cité totalement Fertile ça. depuis le début. Et il y a une super ambiance, donc n'hésitez pas à venir, on a hâte de vous retrouver. Mais tout de suite, je vous propose qu'on plonge dans cette première chronique. 21h. France, Espagne. Tom, du coup, toi, tu t'es intéressé à un sujet un peu particulier qui est bien en lien avec l'excellent résultat qu'on a eu aux législatives hier et on est très heureux de se réveiller, non pas avec une gueule de bois, mais avec le sourire et plein d'images du RN qui tire la gueule au moment des résultats. Tu nous as parlé de l'intégration de l'immigration dans le football espagnol. Ouais, alors c'est vrai que les sourires de NFP ont tranché avec le RN, mais bon, évidemment, l'immigration, ça a créé beaucoup de questions. Et aussi la réponse à ces nombreuses questions, mais évidemment, c'est un marqueur d'intégration sociale. En France, évidemment, le débat a fait rage ces dernières semaines avec la montée du RN comme digne représentation des clivages en France. Mais ce débat existe depuis beaucoup plus longtemps et ailleurs également, avec la montée de l'extrême droite partout en Europe, qui n'est évidemment plus à décrire. Il y a plusieurs sujets qui ont déjà été faits sur cette vague montante à travers nos quotidiennes, mais je voulais parler plus particulièrement d'immigration aujourd'hui, car les joueurs représentant cette immigration à travers l'euro, c'était hyper présent tout au fil du tournoi. Dans un sens positif, évidemment. Ouais, c'est ça, tu vas pas nous expliquer quand même pourquoi l'immigration c'est mauvais, quoi. Ouais, alors vu mes origines, je Tu pense vas que... pas oser faire ça sur 11e Non, non, art. non, ça serait clairement très osé. Vu mes origines, je pense que je n'oserais pas faire ça. Et je crois franchement à la richesse culturelle d'une société qui se mélange entre cultures. Et dans le foot, cette mixité se traduit de plusieurs façons. Alors, d'un point de vue du jeu, tout simplement, on peut se dire que migrer d'un club à un autre permet d'appréhender plusieurs cultures de clubs, faire face à d'autres joueurs qui jouent différemment et d'autres coachs qui entraînent de différentes façons. On peut aussi se dire que passer 10 ans dans un club formateur en Espagne, Croatie, Danemark ou en France, et arriver dans un gros club anglais ou italien, ça change forcément quelque chose. Un nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle langue. Très rares sont les joueurs qui nous diront qu'ils n'ont pas profité de ce changement d'environnement, de la découverte d'un nouveau pays ou d'une nouvelle ville. Car oui, dans une certaine mesure, passer de Dortmund à Munich, c'est un changement de culture et d'une forme d'immigration. Tom, tu nous ferais pas un peu de philo-foot à la Leplat, là ? Alors, je ne me permettrai pas de dire que je fais de la philo, ni même de la critique de société, loin de là. C'est une licence en sociaux, ça ne va pas m'autoriser à faire du jugement général sur une question aussi complexe. Mais je vous présente cependant le sujet sous l'angle de l'euro. Combien de fois avons-nous entendu que l'Allemagne, ce serait le lieu parfait pour cet euro, tellement que l'immigration de chaque pays était représentée dans ce beau pays qui est l'Allemagne. Les Turcs, les Autrichiens, les Polonais, les Ukrainiens et j'en passe. Les stades étaient pleins à craquer, les ambiances tout aussi folles. Et cependant, cette joie de vivre au stade ne reflète pas toujours dans le débat public, comme on a pu le voir avec l'équipe de France et même son adversaire espagnol du jour. C'est sûr qu'entendre les Argentins ou les comptes Twitter dire que l'équipe de France n'est pas la vraie France, que Grisou est bien seul, etc., ça fait un peu chier, quoi. Ouais, c'est clair. Déjà parce qu'il y a évidemment un élément raciste dans la question, car les origines italiennes de Giroud n'ont jamais gêné personne. Les origines irlandaises de Rice et Kane ou les origines africaines de Cole Palmer non plus. Hein, oui, parce qu'il y a des origines africaines chez Cole Palmer. Et parce que le RN peut dire ce qu'il veut,
mais la France multiculturelle de Jules Koundé, N'Golo Kanté et Marcus Thuram est aussi celle de Grisou, Hernandez, Rabiot et Deschamps. Ouais, et puis je suis pas sûr que le RN s'amuse à critiquer Koundé après les superbes déclats qu'il a fait ces derniers temps. Bon, en tout cas, pour la France, c'est assez clair la différence culturelle. L'Allemagne avec la Turquie, les Pays-Bas, c'est un peu pareil, mais en Espagne, ça donne quoi concrètement? Alors, si on regarde les 26 joueurs espagnols présents à cet euro, on peut en compter au moins 5 avec un lien direct à l'immigration. Les plus connus chez nous, c'est évidemment Aymeric Laporte, né en France à Agen, qui a rejoint la Roja il y a quelques années. De même que le Normand, né en Bretagne. Bon, marrant, pas en Normand. Ensuite, on peut parler du père marocain à la mère équatorienne de Lamine Yamal, né en Catalogne. Et l'histoire de la traversée du désert des parents ghanéens de Nico Williams a déjà maintes et maintes fois été racontée, permettant à Nico et Iñaki de jouer à Bilbao, tous les deux nés dans le Pays basque. Le grand frère choisissant même de jouer pour son pays d'origine de ses parents. Enfin, le grand Rossellou, hein, oui, parce que Rossellou aussi est issu de l'immigration, il est né à Stuttgart, dans une Allemagne fraîchement réunifiée. Donc forcément, l'immigration, dans un grand impact de cette sélection espagnole, si l'on oublie l'immigration interne au pays, quand on sait que de nombreuses cultures sont très différentes selon les régions espagnoles et que les joueurs vont vont d'un côté du pays à l'autre. Ok, bah je savais pas pour Roselou, c'est marrant, je savais pas qu'il était né en Allemagne. En France, on a entendu le RN bien ouvrir sa bouche, notamment à chaque fois que Mbappé prenait la parole. Euh, comment c'est perçu là-bas l'immigration et l'intégration de ces joueurs à la Roja? Alors évidemment, on ne va pas faire de généralité. Alors si on regarde Williams et Yamal particulièrement, ce ne sont pas les premiers joueurs noirs à jouer en sélection. Le premier joueur de couleur à avoir joué pour l'Espagne fut Donato Gama da Silva en 1994, né au Brésil, naturalisé espagnol ensuite. Le premier joueur espagnol, enfin né en Espagne, qui était de couleur noir, était Vincent Ngonga, né de parents équatoriens à Barcelone, jouant pour la première fois en 98 pour la Roja. Et récemment, on a vu Marcos Senna, puis l'émergence d'Ansu Fati, Alejandro Balde et Roberto Sanchez, et donc les deux ailiers de la sélection actuelle. Moins exposé que la France ou l'Angleterre à ce contingent de joueurs, l'Espagne s'est pas non plus distinguée ces dernières années dans les stades par leur accueil. Eto'o, Neymar, Vinicius, Dani Alves, Bellingham, tous ont eu droit à des chants, des actions racistes envers eux ces dernières années, l'ailier du Real étant devenu la figure de proue du mouvement antiraciste depuis son altercation à Valence. Il y a évidemment un très bon épisode de carton vert là-dessus. Récemment, un commentateur de la chaîne Movistar en Espagne a été viré pour une blague raciste de très très mauvais goût sur Yamal, donc les choses ne changent pas forcément. Ouais, et puis la presse écrite aussi est pas un exemple. On sait aussi que depuis ces incidents, que le travail de la Fédé et du gouvernement est pas non plus très fourni, quoi. Oui, bien sûr que non. Vinicius il avait même été exclu lors de ce match pour avoir confronté les supporters qui scandaient les chants racistes envers lui. En avril, en troisième division espagnole, le gardien sénégalais Cheikh Sarr était monté en tribune pour confronter le supporter qui faisait des cris de singe. Il expliqua après le match qu'il ne voulait pas être violent avec le supporter, mais qu'il voulait que la vidéo soit virale sur les réseaux sociaux pour que le visage du supporter soit connu et pour apporter plus de visibilité au sujet. En réponse, la fédération l'avait évidemment suspendu de match. Hein, c'était une très très bonne action. Du grand n'importe quoi. Le pire, c'est qu'il y a des règles en place en Espagne dans le foot, particulièrement depuis 2007, qui stipulent que tout acte raciste envers un joueur venant d'un supporter ou d'un autre joueur serait amené devant la justice. Mais franchement, est-ce que ces règles sont complètement suivies? Absolument pas. Et pourquoi? On ne saura jamais. Mais une explication semble être que c'est une minorité d'Espagnols dans un pays qui n'est pas dans sa globalité raciste. Je précise que ce n'est pas mon opinion que c'est globalement raciste, évidemment. Mais que ce problème, il n'est pas aussi important que d'autres qui sont présents en Espagne. Cela dit, quand on voit que la FIFA a fermé son travail de groupe contre le racisme en 2016, disant que le travail était fini, on veut bien que l'importance de cette lutte auprès des autorités, elle n'est pas franchement présente. Bien évidemment, c'est très compliqué. On peut regarder plus largement l'intégration du Maghreb en Espagne. Qui sommes-nous à juger en France vu les problèmes qu'on a? En tout cas, dans le sud de l'Espagne, où le Maghreb est particulièrement présent, et ça depuis des siècles, c'est compliqué. Avec un parti socialiste ouvrier aux commandes depuis 2018, le pays essaie d'améliorer la situation de ses migrants. En avril, grâce au soutien de nombreuses ONG et d'une initiative citoyenne, le gouvernement a régularisé plus d'un demi-million de situations de migrants légaux. Grâce à la plateforme Sumar, la société espagnole respecte dans un sens, les droits fondamentaux de ces migrants envers qui la société espagnole a une énorme gratitude, selon les sources du projet. C'est loin d'être parfait en tout cas, avec des actions répétées contre l'arrivée des bateaux de fortune sur les plages espagnoles, laissant de dizaines de migrants à la noyade. On voit quand même que
Finalement, le sport, il peut servir de soutien et qui peut faire bouger les choses dans la société espagnole. Absolument. En 2023, plus de 57 000 migrants est arrivé en Espagne depuis l'Afrique et l'Amérique du Sud surtout, avec 160 000 premiers dossiers déposés pour avoir l'asile. Et pour aider l'intégration de ces nouveaux arrivants, de nombreux clubs de foot sont créés dans plusieurs villes espagnoles et de rugby également. En quatrième division catalane, on retrouve le FC Darna, qui veut dire maison en arabe, qui est constitué de nombreux Marocains qui rêvent un jour d'être promus malgré les ressources très limitées. Samira Amazoul joue pour Los Ruganos à Madrid avec son hijab et pleinement soutenu par son coach et ses coéquipières. Des joueurs camerounais ont créé l'Alma de Africa, qui lui aussi joue un rôle d'intégration de migrants en Andalousie. Et ça montre qu'à travers l'Espagne, il y a énormément d'intégration à travers le sport. Et ça, je trouve ça vraiment génial. On va espérer qu'avec les grandes performances de Williams et Yamal, on va pouvoir aider encore ce truc-là, parce qu'on se dit, comme l'équipe de France, Black Blamber, c'était super positif, même si c'était qu'en façade. On se dit forcément que des joueurs de couleur qui sont performants dans la sélection, ça crée en partie moins de problèmes. Ouais, et on espère aussi que ça arrêtera les débiles qui sifflent dans les stades et qui font des cris de singe. Bilal, tu veux réagir rapidos à cette chronique? Bah non, bah tout est bien dit. Je tiens aussi à rappeler que Unai Simon avait pris position quand Kylian Mbappé avait appelé à voter en France, et lui, il avait la position de dire bah en vrai, on est des joueurs de foot, on n'a pas donné notre avis sur ça, et ça, je trouve ça profondément idiot. Donc voilà. Du Le coup, il y a football est beaucoup de travail. politique et on peut se permettre de se positionner Voilà, là-dessus, notamment quand on exactement. voit entre guillemets, l'état de l'équipe de France et les vues du RN qui voulait faire monter. Donc c'était Donc, complètement logique. non, non, mais et en plus même, enfin, foncièrement, il a juste dit allez Bien sûr. voter, quoi. Donc, il rappelle un droit, un devoir Mhm. français. Donc, enfin, voilà, je trouvais cette déclaration complètement hors sol, parce que tu as une influence, et cette influence-là, tu as le droit de l'utiliser pour défendre des idéaux qui représentent la France. Voilà. Tout à fait. C'est bien formulé. Merci les gars, merci Tom. Et on va basculer sur la deuxième chronique du jour sans transition, puisqu'on va parler de tactique. Et du coup, Bilal, toi, tu t'es intéressé un peu à l'histoire de ce pays, l'histoire footballistique évidemment. Comment on est passé de la Furia espagnole au jeu léché qu'on connaît aujourd'hui? Yes, mon Alex, le jeu dégueulasse de l'équipe de France m'a donné envie de replonger dans une époque où l'Espagne, elle aussi, ne jouait pas bien au football. Ah, ça a existé ça? Et oui, avant ce bon vieux tiki-taka qui a fait la grandeur des succès de l'Espagne entre 2008 et 2012, il y avait une autre idée de jeu côté espagnol, la Furia Española, un surnom de l'équipe espagnole qui durera jusqu'au début des années 2000. Bon, alors je disais pour rigoler, ça existait, mais c'est vrai que j'ai entendu plein de fois parler de la Furia espagnole, mais j'ai jamais trop compris ce que c'était concrètement comme style de jeu. Bah, on est clairement aux antipodes de ce qu'on connaît actuellement. On parle là d'un style de jeu rugueux, voire même agressif, où la notion de collectif est loin d'être prioritaire. Cette identité perdurera pendant de longues années et provoquera même un certain désamour de la sélection quand, à côté, les deux géants que sont le Real Madrid et le FC Barcelone enchaînent les succès. Ah oui, donc on peut ne pas aimer une équipe à cause de son style de jeu, ok, ça me rassure. Il date de quand historiquement ce style? Et ben, ça date de l'année 1920. L'Espagne est alors engagée dans la compétition de football des Jeux Olympiques organisés à Anvers. Pour cette compétition, la toute jeune fédération espagnole va sélectionner 21 joueurs qui n'ont pas forcément de référence au haut niveau international. Et pourtant, cette équipe va se distinguer en remportant la médaille d'argent après avoir battu la Suède, l'Italie et les Pays-Bas. Les symboles de cette équipe sont l'attaquant Rafael Moreno Pichichi, qui donnera son nom au titre de meilleur buteur du championnat espagnol, et le capitaine de l'équipe, un certain José María Belaúste. Et ce Belaúste, il représente bien ce qu'était cette équipe. Premier capitaine de la sélection, ce milieu de terrain mesurait 1,93 m et pesait plus de 90 kg. Un beau bébé auteur d'un cri célèbre lors du barrage face à la Suède, donne le ballon Sabino que je les écrase. Une action qu'il finira par conclure en emportant le gardien et 3 défenseurs suédois dans le but, selon la légende. On a compris en tout cas le délire du type et de cette équipe. Ouais, tout en finesse. Et comment ça se fait que ce surnom il va survivre aux années? Bah, comme souvent, la presse a joué son rôle à ce niveau-là. Après une victoire contre le Danemark, Lotto, l'ancêtre de l'équipe, va titrer que le Danemark a été vaincu par la Furia espagnole. Car oui, la Furie espagnole, c'est avant tout le nom d'une mutinerie de soldats espagnols de l'armée des Flandres en 1576 qui a mené au saccage d'Anvers. Alors le parallèle est tout trouvé avec cette équipe au caractère plutôt violent,
En tout cas, c'est ainsi qu'elle est décrite par un journaliste néerlandais du De Telegraaf, mais aussi par un journaliste suédois, après avoir assisté au fameux but de Bella Hostay. Ce succès inattendu de l'équipe d'Espagne va amener à une récupération de la part de la presse espagnole qui va se saisir de ce surnom. Elle vante les mérites du comportement de l'équipe espagnole avec un discours chargé en patriotisme, tendant à assimiler les caractéristiques du foot espagnol aux valeurs identitaires de l'époque du pays. Le tout en oubliant les différences régionales pour mettre en avant l'unité nationale. La furia espagnole n'est plus péjorative, violente et brutale, mais désormais passionnelle et héroïque. C'est ce récit qui sera véhiculé et qui sera repris par les médias internationaux. Le surnom et l'identité de cette équipe est née. Ok, bah c'est hyper intéressant. Déjà, je savais pas du tout que ça avait commencé aussi tôt, cette furia espagnole. Par contre, des France-Espagne, c'est pas le premier auquel on va assister demain et en plus à l'Euro. Est-ce qu'il y a un match qui a été symbolique de la furia face à l'équipe de France? Bien, comment ne pas penser à la finale de l'Euro 84 disputée en France face aux Bleus. L'Espagne sort d'un mondial 82 à la maison plutôt raté. Elle est représentée par le défenseur Goicoechea, célèbre pour avoir cassé la cheville de Maradona un an plus tôt, et son gardien Arconada sort un Euro solide dans cette équipe complètement dans les préceptes de la Furia Roja. En face, l'équipe de France est quant à elle représentée par Michel Platini, joueur calasse au possible, et pratique un football léché qui faisait d'elle une des plus belles équipes du monde. La France l'emportera, on le sait, mais on est bien sur un bel opposé par rapport à la situation du match qui aura lieu ce soir entre les deux pays. Ouais, c'est incroyable. Alors juste, Arconada, c'est pas juste un mec qui a fait une boulette, hein. On parle d'un des meilleurs gardiens du monde à l'époque. Juste, il s'est passé quoi pour que les cartes soient renversées à l'opposé? Bah écoute, il y a plusieurs facteurs en réalité. Déjà, cette équipe, avec ses préceptes, va enchaîner les désillusions en compétition internationale. Après la finale lors de l'Euro 84, vont s'enchaîner défaites au pénalty au Mondial 86, défaites malheureuses contre la Yougoslavie en 90 et pénalty non sifflé dans les arrêts de jeu face à l'Italie en 94 pour se faire sortir là encore. Les échecs s'enchaînent et un changement de mentalité est nécessaire. Lorsqu'en 2004, Luis Aragonès reprend la sélection espagnole, il le comprend très bien. Il ne veut pas hésiter à se séparer d'éléments comme Raúl, Guti ou Canizares à partir de la Coupe du Monde 2006 pour imposer une nouvelle génération à même de pouvoir adopter ses préceptes, ceux du tiki-taka. Rien n'a été planifié par la fédération, c'est la force d'un homme qui a voulu imposer une nouvelle vision qui correspond plus à ce qu'est le joueur espagnol à son sens, un joueur technique avec une certaine intelligence de jeu. Faut dire qu'en 2006, tu as Ribéry, Vieira et Zidane qui sont passés par là aussi pour les aider à passer à autre chose, hein. On se rappelle du Vas-y mon petit exceptionnel. Mais du coup, ok, très bien, ils veulent faire un tri, ils veulent passer à autre chose. Mais si t'as rien en stock, comment tu fais? Faut avoir un vivier, non? Bah, t'as complètement raison, c'est un des autres paramètres qui ont permis cette évolution. On le disait plus tôt, pendant que l'équipe nationale gagnait peu, les clubs, eux, se régalent sur la scène européenne. Et dès les années 70, des hommes font évoluer ce travail invisible qu'est la formation pour développer le football des clubs espagnols. Par exemple, Laureano Ruiz, un technicien espagnol, va incorporer quelque chose qui nous paraît commun aujourd'hui, le fameux taureau, au Racing Santander. C'est qu'une des nombreuses choses qu'il va intégrer dans la formation des joueurs espagnols, adepte d'un football de mouvement et fan du football hongrois des années 50, il arrivera au FC Barcelone à peu près en même temps que Rinus Michels et a participé à semer les premières graines du Barça de Guardiola, une équipe qui forcément a inspiré la grande Espagne que l'on connaît. Pareil, par exemple, à la Real Sociedad, où la pratique du jeu collectif et l'apport d'un Mikel Etzari auront eu un apport certain sur la formation des jeunes Espagnols. Ces influences basques et catalanes auront, quoi qu'il arrive, permis de développer le profil de la nouvelle équipe espagnole. Michel, l'ancien entraîneur de l'OM, certes mauvais entraîneur, mais très beau joueur, disait à ce sujet: en Espagne, pendant longtemps, on s'est méfié des joueurs techniques. On a toujours eu des doutes sur leur investissement, on leur reprochait de ne pas assez se défoncer, de ne pas assez courir. Xavi ou Iniesta, à mon époque, ils auraient été critiqués. Eh bien, l'évolution de l'équipe d'Espagne est un peu la résultante de tout ça. Des défaites de l'équipe nationale, des clubs qui bossent bien et développent leurs jeunes intelligemment, et enfin un sélectionneur national à l'écoute de cela et qui a su s'affranchir d'une image historique pour créer l'image de demain. Comme quoi, le changement peut ne pas venir que de la fédération, il peut aussi venir d'une volonté de jouer au football autrement. Merci Bilal, c'est ouf ce que tu racontes parce que quand Mitchell dit ça, c'est donc en fait presque 15 ans avant que Laurent Blanc, dans les fameuses audios volées, raconte que Iniesta et Xavi seraient jamais sortis de la sélection française. Et quand on sait que Griezmann a dû partir s'exiler en Espagne pour finir sa formation, on se dit bien que si l'Espagne a bien travaillé, il y a un pays qui a bossé n'importe comment pendant un moment et c'est la France.
Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, certes, on gagne, hein, et c'est super, mais bon, c'est sûrement pas grâce au travail de la Fédé ni au travail des clubs. Tom, est-ce que tu veux réagir? Alors, on n'est pas débouché, mais on joue très mal. C'est le parallèle qu'on aura retenu de cette chronique entre la France et l'Espagne. Est-ce que, bon, avec ton jeune âge, t'as pas de souvenir de la Furia Roja, rassure-moi. Non, non, du tout. Alors de quelques vidéos, etc. Mais c'est vrai que c'est pas forcément aussi marqué que mon expérience de l'Espagne, qui est plutôt tournée vers le tiki-taka, ou au moins des grands attaquants, des Torres et compagnie, qui étaient plutôt très directs. Donc en fait, on retrouve un peu cette Espagne pré-2008. C'est assez marrant de retrouver ça, même si le jeu de position existait avant 2008. Je ne vais pas réinventer la tactique là-dessus. Euh, mais voilà, c'est quand même bien d'avoir des pays comme l'Espagne qui ont voulu implémenter vraiment une tactique de jeu, alors que leur historique disait plutôt l'inverse, et qu'on se retrouvait peut-être avec une Ferrari versus une Deschamps, et qu'on aurait eu vraiment le pire match de l'histoire, quoi. Justement, là, on va avoir une équipe avec du style face à une équipe qui en manque cruellement, qui manque d'idées, qui manque de capacité offensive. Comment vous sentez ce match, les gars? Est-ce qu'on va toucher enfin, je le souhaite pas, hein, mais est-ce qu'on va toucher aux limites de l'équipe de France? Est-ce que l'Espagne va réussir à sortir cette équipe de France qui ne propose rien? Moi, Bilal? j'ai toujours cette théorie, hein. Pour moi, la France, c'est les briseurs de rêves, et on va continuer sur ce chemin-là. On est une équipe pragmatique, une équipe de l'équilibre, une équipe de l'équilibre, mais qui fait pas rêver et qui fera jamais rêver, et dont on gardera probablement pas des souvenirs incroyables, même si on sera probablement très heureux si jamais ça va au bout. Moi, je pense que cette équipe d'Espagne, c'est la meilleure équipe de l'Euro, et je pense qu'on est enfin, à peu près tous d'accord sur ça. Pour C'est ceux qui l'équipe qui a restent, proposé le ou plus de plus en jeux. général? Ah non, moi, au En global, général? hein, Ouais, ça se tient, hein. perso, moi, c'est l'équipe qui m'a le plus excité, c'est l'équipe Pareil. que j'ai préféré voir jouer, c'est l'équipe qui a, en plus, proposé quelque chose de différent par rapport à ce à quoi on s'attendait. C'est surtout, c'est une équipe qui était pas forcément attendue comme d'autres favoris. Donc en fait, tout ça fait que, les voir à cette hauteur-là, c'est d'autant plus impressionnant, et moi, j'aime beaucoup l'idée de cette équipe-là. Mais en face, on a les tueurs français, et moi, j'ai l'impression qu'on connaît l'histoire, et qu'en fait, on va se faire dominer, ils vont avoir la possession, ils vont avoir nous, on va doubler sur les côtés, on va faire comme d'hab, on va bien défendre. Eux, ils vont se créer 2-3 occasions, et nous, on va finir par les crucifier je sais pas de quelle façon encore, mais on trouvera bien un moyen. Tir Ouais, au but, comme d'hab. au tir au but. Ouais. Tom, ça te fait pas chier qu'on soit l'équipe la plus détestée du monde? Entre la France et l'Angleterre, franchement, au choix, les deux, c'est pas mal. Non, ça fait un peu chier, parce que je trouve que quand tu vois l'historique de cette sélection, même sous Deschamps, tu vois, tu prends les débuts, c'était quand même pas aussi défensif. 2018, c'était certes très solide face à la Belgique, mais on a quand même un match complètement fou contre l'Argentine. Ouais, c'est le Et seul, hein, pas non plus. oui, C'est pas oui, parce que là c'est catastrophique qu'il faut se rassurer. Sur 2018, c'était non, non, bien de non, la mais merde aussi, hein. je lisais l'interview de Johan Mikou il y a quelques jours dans l'équipe, qui disait qu'en fait, la seule fois où on a vraiment joué au foot sous Deschamps, c'est avec Benzema à l'Euro 2021, et Mm. qui a peut-être pas complètement tort. Ouais. Que surtout, la France joue quand elle est menée. Et je pense que c'est un truc qu'on arrive à dire de l'Angleterre aussi. Même on l'a vu ce week-end, tellement réveillé après avoir passé à 0-1. Donc, non, c'est désolant, parce qu'il y a tellement un beau contingent de joueurs. Quand tu vois ce que peuvent faire les espoirs avec des joueurs relativement similaires, tu dis qu'il y avait tellement la place de faire mieux avec cette équipe-là, que c'est un peu dommage. Mais bon, si encore une fois les résultats sont là, et ben, on retiendra ça après. On retiendra les lignes de stats et les 4 titres de Deschamps qui partira en 2046, quoi. Bilal, tu veux réagir? Ouais, non, juste dire aussi que, alors, contrairement à l'Angleterre, tu vois, moi, je trouve que le vivier technique de cette équipe de France, il est pas incroyable en réalité, hein. Quand tu Non, regardes bien mais non, mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, c'est pas, quand on enfin, ça, sait je suis un peu, qu'on n'a pas marqué un but dans le jeu, et qu'il y a tel talent offensif, entre guillemets, tu dis il y avait quand même moyen de faire mieux. Non, non, mais moi je suis d'accord avec toi, hein. Il y a enfin, clairement, il y a moyen de faire mieux avec les profils qu'on a, hein, d'être, enfin, même quoi qu'il arrive, d'être un peu plus direct, ou enfin, de moins ronronner, on va dire. Mais ce que je veux dire, c'est que techniquement, en tout cas, c'est pas une équipe qui, enfin, à part Griezmann,
Théo Hernandez peut-être. Enfin, Ousmane. je vois pas de joueurs, ouais, voilà, ou les Ousmane et des joueurs qui sont sur le banc comme Barcola ou Coman. Tu vois, je vois pas de joueurs qui peuvent faire énormément de différences individuellement parce qu'on a tous compris que Kylian sur cet Euro, ça allait être compliqué pour lui de faire des différences. Donc en vrai, moi j'ai presque l'impression qu'on subit un effectif qui est pas forcément en forme et qui en plus de ça est coaché pour jouer avec ce qu'il sait faire. Et ce qu'il sait faire aujourd'hui, c'est être solide et profiter des erreurs de l'adversaire. Donc, Après, Deschamps, il a choisi aussi son effectif par rapport à ce qu'il sait faire. Tu vois, aujourd'hui, dans les choix qu'il aurait pu faire, on va pas revenir sur toute la sélection de l'équipe de France, mais au milieu de terrain, tu aurais pu prendre des joueurs plus techniques, comme des. Le fait, c'est trop jeune, mais les faits qui. c'est trop faible, surtout pour le moment. Hein. Peut-être, mais dans l'idée, il y avait quand même la place pour aller chercher des joueurs plus techniques pour vraiment créer du jeu, etc. Si c'était un autre coach, il l'aurait peut-être fait. Aujourd'hui, il a choisi un effectif qui est Mais ça, les gars, moi, musclé et qui j'entends ce que vous dites, hein, mais on va pas revenir sur les choix de Deschamps, tu vois. Non, Maintenant, on est parti. Moi, j'aimerais juste qu'on reste dans ce match. Ouais. Et Tom, savoir si toi, quel scénario tu envisages. Est-ce que tu es comme Bilal et est-ce que vraiment vous vous en foutez en fait que ce soit aussi pourri? Parce que moi, vous me connaissez, hein, en fait, j'en viens à plus aimer cette équipe de France tellement j'ai honte de ce qu'on propose sur le terrain, quoi. Bah, enfin, je vais pas refaire le rapprochement, mais c'est vrai que quand tu as tapé l'Angleterre derrière, en fait, j'ai voulu défendre cet Euro 2024 à corps et âme parce qu'il y a eu plein de bonnes choses dans la phase de poule et qu'il y avait des équipes sympas, etc. Mais c'est vrai que depuis une semaine, c'est pas forcément des matchs de ouf, quoi. Et on se fait un peu chier. Donc, oui, c'est dommage. Et est-ce qu'on en perd un peu notre amour pour l'équipe de France? Oui, sûrement, parce qu'il n'y a pas de grands moments. Voilà, nous, on était tous les trois présents quand l'ordinateur a coupé avant le penalty de Théo Hernandez. On va le dire, on va virer la cité Quel- fertile si tu dis ça, c'est pas possible. Quel ordinateur? L'ordinateur. Mais les grands moments, bah, aujourd'hui, sur l'équipe de France, c'est un contre-camp de la Belgique. C'est c'est un penalty un peu miraculeux sauvé par Maignan contre Lewandowski qui finalement est retiré. C'est un raté de Joao Félix. Donc, c'est un peu c'est minime sur un tournoi où on va quand même au moins jusqu'en demi-finale. Et qu'est-ce qu'on retiendra de ce tournoi? Je ne sais pas si on retiendra grand-chose, malgré peut-être une victoire finale. Ouais, Bilal, toi, t'arrives à être amoureux sans raison et à pas leur en vouloir? Bah pendant le match, c'est toujours le cas. On le sait Ouais. très bien, et on le vit pareil. Tu vois, tu sais très bien comment on était pendant les pénaltys. C'est incontrôlable de ça, mais c'est sûr et certain qu'une fois que le match est fini et que la victoire est actée, t'as qu'une envie, c'est de critiquer cette équipe. Donc c'est sûr que tu t'en garderas pas un souvenir impérissable, à l'image du titre du Portugal en 2016, à l'image d'autres titres qui ont été bâtis sur des La vertus Grèce. plus défensives. Ouais, mais tu vois, et c'est là en fait où mon point arrive, c'est que eux c'était soit le premier titre de leur histoire, Ouais, c'est soit ça, ouais. ou alors un exploit, tu vois. Et la différence avec l'équipe de Ce qui France, les c'est rend qu'aujourd'hui, attachants, du coup, ouais. oui, voilà, et la différence avec l'équipe de France, c'est que on a un palmarès maintenant, donc on a des attentes. Et moi, j'ai des attentes de jeu forcément avec cette équipe-là. Quand on sait qu'on a le plus grand vivier du monde, quand on sait qu'on a un historique, quand on sait qu'on a le El Famoso meilleur joueur du monde. Enfin, tu vois, j'ai des attentes forcément supérieures. Mais au-delà même des attentes, c'est trop faible. Donc voilà, oui, si on le gagne, on sera tous très contents. Mais par contre, on ne pourra pas continuer sur ce chemin-là parce qu'à un moment, ça ne passera plus. Bon les gars, il reste plus qu'à prier parce qu'en fait, il n'y a que comme ça qu'il faut regarder les matchs de l'équipe de France. Donc on croise les doigts pour ce soir. Merci beaucoup pour ce sympathique avant-match. On se retrouve ce soir, on sera tous ensemble à la Cité Fertile. N'hésitez pas à venir nombreux et continuez à nous écouter. Plus que 3 matchs et allez les Bleus, bisous.